Oui, bonjour tout le monde. Alors, je pense que vous allez être très intéressés à une session très unique, nouveau cette année, qui s'appelle L'équité en santé, meilleur accès à la santé pour tous. Avec moi aujourd'hui, c'est Dr. Robin Urquhart, qui est professeur associé à la Société en population de cancer au département de santé communautaire à Dalhousie. Alors, Dr. Urquhart va partager une présentation avec nous qui explore les barrières à l'accès aux soins en cancer et certaines solutions viables pour améliorer les performances du système de santé et des patients. Alors, sans plus tarder, euh, voici Dr. Urquhart. Euh, alors, Dr. Urquhart, oui, merci. Et merci de m'avoir invité. Alors, j'aimerais parler aujourd'hui juste pour 10 minutes à peu près sur ce qu'on connaît au sujet de l'équité des soins dans les soins de cancer au Canada. Avant de faire ça, je veux euh, reconnaître que je travaille et je vis sur les territoires non cédés des Micmacs. Nous avons tous une responsabilité de s'éduquer continuellement et de travailler en solidarité avec les communautés euh, autochtones. Nous sommes tous des gens du traité. Je reconnais l'histoire, les contributions et des gens africains de Nouvelle-Écosse qui ont été travaillés ici. Alors, je veux commencer par moi ici. Alors, j'ai grandi en Terre-Neuve rurale. Vous allez voir dans la partie nord ici de Terre-Neuve. Alors, ici, White Bay. Alors, j'ai grandi dans une toute petite communauté qui s'appelle Westwood. Alors, ça, c'était très isolé en fait, c'est une communauté très isolée. Et quand je suis né, je suis ici. Euh, c'est une fête. euh, J'étais en train de manger un ballon à un an. Et quand j'ai grandi dans cette partie de Terre-Neuve, on avait juste un accès euh, par route depuis 5 ans seulement. Alors, j'ai grandi dans une communauté où la famille, comme le reste des Canadiens, avait des problèmes de santé, ont développé des cancers et ont eu beaucoup de défis à accéder aux soins. Beaucoup de ça, c'était basé sur notre géographie, mais aussi basé sur des choses comme le statut socio-économique bas. J'ai aussi grandi, puis je veux mentionner. Alors, j'étais la génération qui a grandi avec les soins de santé fédérés et universels. Alors, cette notion, ça a commencé au niveau provincial, mais c'est en 1984, le Canada Health Act qui a fédéralisé notre service universel canadien. Et je suis sûr que vous le savez tous, ce système de santé, c'est pas un système national, c'est donné par les provinces et les territoires, mais ça a des standards nationaux. Alors, on a un système de santé payé par le fédéral où on reçoit des services d'hôpitaux et de médecins. Ça, c'est le cœur du système qui sont qui sont gratuits au point de service. Le principe derrière la santé universelle, c'est que l'accès devrait être basé sur les besoins et non sur leur habilité de payer. Et ça, c'est un principe fondateur de la loi. Et ça, c'est important de mentionner parce que je pense que beaucoup de Canadiens, ou mon expérience, me dit que beaucoup de Canadiens pensent que les gens ont des accès similaires et reçoivent des soins qu'ils ont besoin quand ils en ont besoin. Et je pense que beaucoup de Canadiens, et peut-être qu'ils comprennent pas les manquements à notre système de santé jusqu'à ce qu'ils sont diagnostiqués avec quelque chose comme le cancer. Un exemple, c'est que c'est les manquements pour les médicaments. Jusqu'à temps que vous soyez diagnostiqué avec un cancer ou quelqu'un que vous aimez est diagnostiqué avec un cancer qui requiert une chimio orale qu'on vous demande de payer ou trouver une façon de payer, on reconnaît pas.
l'étendue qu'est-ce que ça veut dire, la couverture universelle. Alors, je voulais mentionner ça parce que j'ai grandi dans Westport, cette petite communauté. Encore une fois, beaucoup de cancers. Et mes deux parents étaient diagnostiqués avec le cancer au milieu de la trentaine quand je grandissais dans la communauté. Les deux sont morts du cancer dans leur trentaine. Et j'étais jeune à l'époque, mais ont eu l'expérience de gros problèmes d'accès aux soins. En fait, le centre de cancérologie, c'était 7 heures à Saint-John, ici, 7 heures, bonne journée en auto, et c'était un défi d'y arriver, surtout pour des parents qui travaillent et ont des jeunes enfants à la maison. Alors, ça, c'est le contexte derrière beaucoup de ma carrière et de ma passion derrière l'équité des soins, de l'accès. Alors, j'essaie d'aller approcher. Alors, aujourd'hui, je travaille, je vis dans l'Atlantique. Je suis assis aujourd'hui à magnifique Mi'kmaq, ou connu comme Halifax, où pour ce qui est des soins de santé, juste notre démographie est un peu différent. Alors, je veux mentionner ça ici. Alors, pas beaucoup de gens vivent ici. Vous voyez les populations, ça c'est l'année dernière, 2023. Alors, pas beaucoup de gens vivent ici, mais on doit donner des soins de santé à tous ces gens-là. Beaucoup de gens qui vivent ici habitent dans des endroits ruraux, qui est très différent du reste du pays. Alors, si vous prenez tout Canada ensemble, 7% des Canadiens vivent dans le rural, dans l'Atlantique, les quatre provinces. C'est de 40 à 54%, dépendamment de la province, vivent dans les endroits ruraux. Encore une fois, défi dans l'accès aux soins de santé, 22% sont 65 ans ou plus. La plupart des adultes, encore une fois, implication pour ce qui est du développement du cancer, parce que l'âge, c'est un des plus grands risques, des facteurs de risque pour le développement du cancer. Et je pense que très important à mentionner, c'est que la plupart des adultes dans l'Atlantique, encore une fois, données 2023, la plupart des adultes au Canada sont moins de 200 dollars de la fête. Alors, 60% dans l'Atlantique. Ça veut dire qu'ils sont à 200 dollars de payer leurs dettes à temps. Personnellement, je pense que c'est une statistique incroyable pour décrire le statut économique de l'Atlantique. Si on voulait parler du cancer colorectal, vous savez que le cancer colorectal, on a le plus haut taux dans le pays, surtout Terre-Neuve-Labrador. Et ça, c'est juste un graphique d'une étude de 2018 qui montre ce que j'appellerais la gradiente de l'ouest vers l'est pour ce qui est des facteurs de risque modifiables pour le cancer. Alors, trop de poids, inactivité, alcool, diète, etc. Et on peut voir ici que dans le nord et dans l'Atlantique, on a le plus haut taux de facteurs de risque pour le cancer colorectal. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont un peu uniques, différentes dans l'Atlantique, mais je pense sont importantes dans le contexte de soins de cancer. Alors maintenant, je veux passer aux considérations d'équité et je veux penser à l'équité pour quelques minutes. Alors, naturellement, le cancer impacte toutes les populations. Ça impacte tout le monde. J'imagine tout le monde qui écoute à la présentation, qui regarde la présentation, a été personnellement affecté d'une façon ou d'une autre par le cancer. On sait aussi que le fardeau du cancer au Canada n'est pas partagé également à travers les groupes, à travers les populations. Alors, plusieurs des gens au Canada, plusieurs groupes font face à des barrières qui mènent à des inéquités dans leurs soins ou l'inéquité dans l'accès aux soins. Alors, on sait, certains groupes ont ce qu'on appelle ont un fardeau disproportionné. Et ça, c'est à cause de leur situation sociale, leur circonstances économiques, etc. Alors, il y a beaucoup de preuves dans notre pays et des preuves grandissantes pour montrer que les gens qui viennent de communautés marginalisées
ont des plus hauts taux de mortalité dus au cancer euh, et sont diagnostiqués avec des cancers plus avancés que d'autres personnes. Alors ça, c'est quelque chose qui est un problème. Il y a aussi beaucoup de preuves dans notre pays, beaucoup de reconnaissance que le cancer chez les Premières Nations, Métis, Inuits, est vraiment une considération de santé problématique. On voit des instances, on voit des diagnostics plus tard, on voit des taux de survie très bas entre les gens autochtones et non autochtones dans le pays. On voit aussi des preuves que plusieurs personnes, quand ils développent le cancer, ne sont pas nécessairement très bien servis par les services sociaux et les services de santé. La recherche nous montre à travers le pays que où une personne habite, leur background culturel, ethnique, leur situation financière va tout. Alors, ces inéquités-là, en fait, c'est un continuum qui inclut comme accès au dépistage, délai de diagnostic, donc accès au diagnostic et ensuite diagnostic au traitement de cancer. Alors, moi, j'ai fait beaucoup de recherches en cancer colorectal et ma recherche ici en Nouvelle-Écosse a montré une inéquité dans l'accès à la chimiothérapie et la radio ici en Nouvelle-Écosse, basée sur où les gens habitent, euh, basée sur leur âge et basée sur leur sexe. Alors, nous, on voit des inéquités dans l'accès. Alors, c'est même pas, quand je dis inéquité, je veux pas nécessairement dire un accès inégal. Je veux dire, il y a des différences qui ne devraient pas être là basées sur le besoin des. Et on a vu aussi en Nouvelle-Écosse que l'accès en soins palliatifs pour les gens qui sont morts est inéquité. La qualité des soins palliatifs dans les derniers mois est, démontre de l'inéquité, dépendamment où ils habitent et leur âge. Il y a une étude récente que j'ai lue peut-être il y a un an, qui vient de l'Ontario, qui montre que les gens qui ont des cancers gastro-intestinaux, qui ont de la pauvreté, sont moins, sont, une fois qu'ils sont diagnostiqués avec le cancer, ils ont moins de chances de voir un oncologue et ont moins de chances de recevoir un traitement. Alors, autrement dit, il y a des barrières structurelles financières pour accéder des soins de cancer au Canada, même dans un contexte de service universel, de contexte où le système est supposé d'être basé sur cet idéal que les gens vont recevoir des soins quand ils en ont besoin. Alors, j'ai mis ce graphique ici et essentiellement pour plusieurs personnes. Je pense que pour tout le monde diagnostiqué avec un cancer, pour la plupart diagnostiqués avec, il y a des moments où on dirait que c'est difficile, où c'est un gros défi. Et pour certains groupes, pour certaines personnes, on dirait qu'ils essayent de pousser un cube et versus des gens qui peut-être ont une sphère peut-être juste un petit peu plus facile. Puis ça, c'est tout souvent des barrières systémiques ou structurelles dans notre système. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, une des priorités que je dirais, alors ça, c'est reconnu par les systèmes de cancer et par les leaders d'opinion dans les systèmes. Alors, une des priorités de la stratégie canadienne pour le cancer, c'est d'éliminer les barrières à ce que les gens reçoivent leurs soins. Alors, il y a une emphase sur s'assurer que le soin qu'on donne à travers le pays est adapté aux besoins spécifiques et aux circonstances spécifiques des différents groupes, des différentes communautés et quand ils sont servis. Et grosse emphase sur les gens qui habitent dans les communautés rurales, ont les ressources qu'ils ont besoin pour mieux servir leurs gens. Alors, je vais finir ici, je pense, mais vraiment, les meilleurs soins, puis l'accès pour tout ça, c'était le titre. Ça veut dire ça veut dire qu'on est tous un morceau du puzzle. C'est pas toute une question de preneurs de décision, puis médecins, cliniciens ou chercheurs comme moi qui sont
aussi assis autour de la table. Je pense que toutes les perspectives sont intégrales pour bâtir un système qui rejoint les besoins des gens. Toute expertise doit être autour de la table. Et les solutions doivent être co-créées si c'est pour remplir des besoins spécifiques, différentes populations, différentes communautés. Et ça doit être livré de façon qui mitige le stigma, les biais et qui sont culturellement sécuritaires, informés, basés sur information sur le trauma et pour toutes les gens, peu importe leurs circonstances. Alors, je vais finir ici. Merci d'avoir écouté. Mes courriels sont ici. Je sais qu'on va avoir des questions aussi, alors je vais arrêter mon partage. Merci, Dr. Hart, d'avoir pris un sujet très compliqué et de l'avoir rendu très simple à comprendre. Le travail que vous faites est extraordinaire et de descendre ça à une conversation de 15 minutes, je suis certaine, était un gros défi. Il y a un concept ici et je veux m'assurer que les gens qui écoutent comprennent et je vais vous demander d'en parler. La différence entre accès aux soins et l'idée de soins de qualité. Ça, c'est deux choses. Et peut-être je vous demanderai de commenter pour que les gens comprennent. Oui, voici comment je le vois. J'ai commencé ma carrière en étudiant l'accès et la qualité. Alors, si on rentre dans le système, on dirait que c'est tout pareil. Je suis sûr que moi, c'est très académique, mais je pense de ces choses-là, puis je les mesure. Mais quand je pense à l'accès aux soins, je pense, est-ce que les gens reçoivent un soin? Alors, quelque chose qui arrive, ils ont besoin d'un symptôme, qu'est-ce qu'ils reçoivent le soin. Alors, je peux mesurer, par exemple, le temps d'attente, mais aussi, est-ce que ce soin-là, est-ce qu'il est équitable? Est-ce qu'il y a certains groupes qui ont des équités dans le... Alors, je peux faire une carte de Nouvelle-Écosse. Les régions, les gens, les circonstances, la démographie, le langage, très important. On peut regarder où ils vivent, très important. Et je peux regarder est-ce qu'ils reçoivent l'accès aux soins diagnostiques? Ça, ce serait un exemple simple. Alors, la qualité, par contre, c'est le soin qu'ils reçoivent. Est-ce que ça, c'est le meilleur soin? Est-ce que c'est le soin qu'ils devraient être en train de recevoir basé sur les meilleures preuves? Alors, s'ils sont diagnostiqués, ils reçoivent un oncologue, les soins qu'ils reçoivent là, la chimio, la radio, est-ce que c'est la meilleure pratique? Est-ce que c'est ça qu'ils sont censés recevoir basé sur les preuves? Et ce qu'on sait, c'est que la plupart, basés sur l'avantage de survie ou les chances de survivre, mais aussi basés sur ce qu'on sait sur les effets secondaires, les toxicités, par exemple, qualité de vie. Alors, une fois qu'on rentre, est-ce que vous recevez le soin que vous êtes vraiment le meilleur soin? OK, merci pour la distinction. Puis je pense que c'est une excellente conversation. Et avant qu'on l'ouvre aux gens pour les questions, je veux toucher sur un point que vous avez mentionné sur le concept de ça va prendre beaucoup de personnes pour pousser des solutions positives avec des résultats. On pense beaucoup, c'est le problème des autres, c'est le problème des chercheurs, c'est le système du système. Vous avez parlé de l'idée de plusieurs personnes. Je suis curieux de savoir c'est comment est-ce que les gens avec de l'expérience de première main doivent être intégrés. Oh mon Dieu, je pense que la conversation ne devrait pas arriver sans des gens qui ont de l'expérience. Si on essaie d'adresser, de redresser les inéquités, comment est-ce que moi, en tant que femme blanche, très éduquée, autre situation financière, urbain. Je suis à 15 minutes du centre tertiaire à Halifax. Comment est-ce que moi, si je dessine un système, comment est-ce que je peux comprendre qu'est-ce que ça veut dire accéder aux soins si je suis pauvre,
je n'ai pas d'assurance, peut-être je fais un travail cash, j'ai des problèmes de dépendance depuis 40 ans, comme ces expériences-là sont complètement différentes et j'ai été marginalisé, j'ai 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 dû rester systémique à travers mon éducation, mon travail, à travers à travers le système de santé lui-même. Alors, comment est-ce que moi je peux m'asseoir? Comment est-ce que moi je peux m'asseoir et décider ce qui est mieux? Puis je peux pas comprendre cette expérience-là, mais je peux pas comprendre comment le système doit être amélioré pour donner le soin nécessaire. Alors, je ne pense pas je ne pense pas qu'on peut créer des systèmes, des programmes, des services sans inclure les gens qui ont une expérience de première main. Mais, et je pense que c'est un pont magnifique vers notre question-réponse. Je pense que plusieurs membres seraient intéressés. Alors, comment est-ce que j'amène ma voix à la table? C'est quoi les choses que je peux faire pour améliorer une circonstance? Alors, passons aux questions-réponses. Oui, merci, Dr. Urquhart, d'être resté et de répondre aux douzaines de questions qui rentrent sur ce sujet très, très, très important. On va juste avoir un autre dialogue et je veux dire aux gens, continuez avec les questions, on les aime. N'importe quoi qu'on ne répond pas aujourd'hui, je vous promets, l'équipe à Cancer Colorectal Canada euh, va. Alors, allons à une des premières questions ici. Et je vais ici. Alors, c'est quoi l'amélioration qu'on a vue pour ce qui est des traitements ou du dépistage équitable? Je pense que la nature de la question, c'est euh, certainement avec tout, c'est quoi les victoires dans l'équité? Oui, alors je pense qu'il y en a eu. Alors, je pense qu'on a encore beaucoup à faire parce que euh, ça va pas arriver de jour au lendemain. On va pas avoir un accès équitable du jour au lendemain. Mais je pense qu'il y a des initiatives clés. Alors, je pense que le dépistage, par exemple, et même le dépistage pour le cancer cervical ou du col de l'utérus, et on continue de l'avoir. Et c'est un focus un peu nouveau ici au Canada, mais pour ce qui est du test du VPH, et alors, nouvelle technologie qui euh, rend le dépistage pour le cancer du col de l'utérus plus équitable et plus disponible. Je sais qu'il y a eu des efforts, surtout dans les provinces de l'Ouest, et on fait du travail en Nouvelle-Écosse pour un peu comme créer l'amélioration du dépistage. Donc, alors, le test de VPH, c'est quelque chose que vous pouvez faire à la maison et on pense le fit test pour le cancer colorectal et il y a beaucoup de travail à être fait à travers le système pour rendre ça plus équitable. Mais je pense que le VPH, il y a une nouvelle technologie, puis il y a beaucoup de gens dans le pays qui travaillent, surtout dans des communautés rurales, sous-servies, beaucoup de communautés autochtones pour améliorer l'accès au dépistage. Et ça, c'est un exemple. Oui, ça l'a pris beaucoup. Et est-ce que tu dirais que c'est la technologie qui a amélioré ça? Je pense que c'est reconnu. Il y a beaucoup de cancers qui sont préventables. On peut prévenir. Alors, le cancer du col de l'utérus en est un. Alors, si on vit au Canada, si on peut dire que c'est un système de cancérologie de classe mondiale, on devrait pouvoir prévenir les cancers qui sont presque complètement euh, qu'on peut prévenir. Alors, le plus on avance dans les dépistages pour le cancer du poumon, il y a eu beaucoup de travail qui a regardé comment est-ce que on s'assure que les gens ont accès
au programme, par exemple, dépistage mobile, encore une fois, souvent dans les communautés rurales. Pouvez-vous élaborer là-dessus? Parce qu'il y a une question ici. C'est quoi la praticabilité de naviguer des problèmes quand les gens vivent dans les endroits ruraux? Alors, on le sait que c'est des problèmes, mais c'est quoi les façons pratiques que les gens peuvent penser à la navigation pour une amélioration des services? Qu'est-ce qu'ils devraient faire? Oui, alors moi, je viens d'un endroit rural et ça, c'est quelque chose qui me garde réveillé la nuit. Comment on améliore l'accès dans des très grands pays ici au Canada. Alors, une des choses pratiques, c'est, je pense, et malheureusement, on a encore des problèmes. On a encore des problèmes avec l'accès euh, Internet, mais je pense que l'accès virtuel ouvert par la pandémie en est un. Les technologies qui viennent, il y en a un, c'est par exemple le dépistage de VPH, mais il y a beaucoup de technologies pour ce qui est, des biopsies liquides. Alors, ça, par exemple, on arrive à un moment où les gens, et on essaie de bâtir ces structures-là, le plus on développe la technologie où les gens vont peut-être avoir accès aux biopsies liquides, ou ça serait par exemple une prise de sang euh, à l'hôpital communautaire au lieu de conduire 4 heures pour aller voir un spécialiste ou aller dans un centre spécialisé. L'autre chose, et je travaille moi en Nouvelle-Écosse, et il y a plusieurs années, le gouvernement de Nouvelle-Écosse a implanté des des programmes de soutien additionnels pour les gens dans des communautés rurales. Alors, beaucoup de ces programmes-là étaient basés sur les coûts de transport ou les coûts d'hôtel, mais aussi beaucoup d'argent dans les services de soutien dans la communauté. Alors, les spécialistes n'étaient pas dans la communauté, mais il y avait plus de travailleurs sociaux, plus d'infirmières spécialisées en oncologie. Alors, je pense que ça, c'est une façon de bâtir de la capacité dans les zones rurales. Alors, c'est peut-être pas la nouvelle technologie, la nouvelle suite de radio, mais c'est comment aider les gens d'avoir des politiques en place pour que les gens puissent y accéder. Et, et un des problèmes pour l'accès, c'est financier, c'est devoir prendre du temps du travail et devoir voyager. Oui, et si les gens sont dans un endroit rural et ils veulent une ressource, comment est-ce qu'ils font ça? Ça va dépendre de la province, naturellement, parce que nos services de soins sont basés sur les provinces, sauf exception. Alors, ça va dépendre de la province. Alors, certaines provinces, à travers leurs agences de cancer, ils ont des programmes ou équivalents, pas toutes les provinces. Alors, il y a eu beaucoup de changements et je comprends ça. Mais la réalité, c'est que à travers le pays, il y a beaucoup de gens qui ont des rôles de navigation, que ce soit des navigateurs ou les navigateurs d'accès aux médicaments, des choses comme ça. Et ces gens-là sont des ressources fabuleuses. Je peux même pas vous dire à quel point. Et eux connaissent les programmes. Et eux, ils peuvent aider à l'accès. Il y a aussi un grand rôle pour beaucoup d'organismes qui ont plus d'expertise dans la navigation des programmes. Et ça, c'est un excellent pont vers une question. Comment est-ce que les groupes marginalisés peuvent défendre le droit ou se battre pour un meilleur accès? Et cancer colorectal fait partie de ça, mais comment est-ce que certains groupes, qu'est-ce que, qu'est-ce que certains de ces groupes-là peuvent faire? C'est quoi les points qui doivent se rappeler? Oui, alors comment je dis ça? Sans être, c'est important d'avoir leur voix.
Il y a des groupes qui sont peut-être sous-représentés ou historiquement marginalisés, différentes communautés à travers le pays, mais il y a aussi beaucoup de force et de résilience dans ces communautés-là. Alors, bâtissez là-dessus. Et je pense que les communautés ont besoin de, de alors, je vais revenir un peu là-dessus. Alors, les communautés ont besoin d'avoir leur voix entendue, mais les gens qui sont dans des positions plus privilégiées, et en tant qu'académique moi-même, qui a un doctorat, alors je suis une personne très privilégiée. Alors, une partie de ma responsabilité envers ma communauté et le Canada, c'est d'utiliser ce privilège-là pour aider les communautés qui n'ont pas ces privilèges-là. Et mais ils ont tellement de force et de résilience qu'en fait, je pense qu'on pourrait apprendre beaucoup de ces communautés-là basées sur cette résilience-là. Et je pense que qu'est-ce que les gens peuvent faire? Je pense qu'il devrait y avoir une responsabilité sur les gens qui ont plus de pouvoir et qui peuvent peut-être défendre leurs droits. Je pense que ça vient des deux côtés. Puis, tu sais, je pense à une conversation que j'ai eue très tôt dans ma carrière, puis c'était sur le, le manque d'équilibre sur- au niveau des genres puis des rôles de leadership. Puis j'étais assis autour d'une table dans un setting de leadership où il y avait quelques femmes et des gens qui identifiaient en tant que femmes et beaucoup d'hommes. Et je suis parti avec un collègue, un mentor, puis c'était à Halifax, alors on marchait. Ça, c'est pour vous dire la grosseur de Halifax, mais j'ai dit, tu sais, c'est pas juste ma voix en tant que quelqu'un qui représente les femmes. Toi, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu sois capable de changer la balance de pouvoir en tant qu'homme dans une position de leadership. Alors, je pense il y a, ouais, oui, je pense que ça vient des deux côtés. Et ça vient de partout. Et je pense que toi, tu as une voix absolument puissante dans l'équité des soins de santé. Merci de faire partie de notre conférence. C'est un gros sujet en pas beaucoup de temps. On aimerait te réinviter pour d'autres conversations dans l'espace. Alors, plusieurs questions ici. On va essayer de les couvrir. Alors, merci d'avoir pris du temps dans ta journée pour venir partager ton expertise avec nous. Alors, euh, à notre auditoire, alors c'est tout pour jour 1. Alors, on est passé à travers une session sur les traitements, on est passé à travers une séance sur le advocacy, une séance sur la valeur des groupes patients. On est passé à travers une session sur l'équité en soins de santé. Merci beaucoup de vous être joints à nous aujourd'hui et merci pour votre participation. On espère que vous allez revenir demain, une autre grosse journée avec plein de présentateurs, de participants patients et merci de partager, invitez vos amis, invitez votre famille, invitez d'autres que vous pensez pourraient bénéficier. Merci beaucoup.